Donc voilà, alors est-ce de la polyphonie ou de l'hétérophonie? Je n'en sais rien. À l'époque, on n'emploie pas du tout ces termes-là, on emploie le terme d'organome, on emploie le terme de diaphonome, enfin, ils ont des termes spécifiques, un peu plus tard on va parler de motet, enfin, ils ont des termes spécifiques pour des choses qui ont des fonctions, et ils ne se posent pas du tout la question de l'écriture. Donc, alors, la thèse de François, si je l'ai bien comprise, c'est que le pluriel, c'est la pluralisation d'une unité donnée, d'accord, et que le multiple, c'est l'hétérophonie, d'accord. Et donc, moi, mon idée, c'était de poser l'idée que ici, le 1 n'est pas donné, il est gagné. C'est-à-dire que ce soit polyphonie ou hétérophonie, il faudra gagner le 1. Donc, par la voie du multiple ou du pluriel, je ne sais pas, et ce sera des choix de compositeurs, mais il faudra le gagner. François disait aussi qu'il souhaitait conserver le solfège et l'écriture, et ça me semble un choix, une posture, un choix tout à fait essentiel. Donc, avec un monde musique que tu constituais par la notation, il ne faut pas céder à la tentation de sortir de la musique, etc. Et donc, ici, voilà, ce n'est pas l'écriture en tant que telle, mais c'est l'écriture en tant qu'analyse de la parole, que je renvoie à ta propre réflexion. Voilà, donc voilà, l'homogénéité suppose l'action du chanteur, j'avais dit ça, fabrication d'homogénéité, on l'a vu. Voilà, donc la question du risque, etc. Alors, je voudrais relier cela, et c'est pour ça que c'était mon 1,5, à la notion d'hétérophonie, en ce sens que je trouve assez intéressant que, donc ça c'est du chant, du plein chant, un chant on va appeler monophonique en tout cas pour nous, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule voix, etc. Et donc les ethnomusicologues se sont intéressés à ça, et notamment Jean-Louis Florence, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un compositeur, Jean-Louis Florence, a été enregistré des Éthiopiens, ce sont des Éthiopiens orthodoxes, la manière dont ils chantent. Et donc ce qui est très frappant, et donc lui il appelle ce qu'on va entendre hétérophonie. Ce qui est très frappant, c'est que ces gens-là, ils chantent la même chose. Donc ils ont le même psaume à chanter, etc. Sauf qu'ils n'ont pas le même temps, ou du moins, ils n'ont pas la même conception du temps que nous, à savoir qu'ils sont ensemble, pour eux, mais ils chantent chacun à leur manière. Donc on va écouter ça. Comme les mauvaises chorales chez nous, c'est ça genre, on va partir, voilà. Donc lui, il a planté son micro, c'est un choix d'enregistrement. C'est le début, ça. Oui, d'accord. Donc il a planté, c'est un choix d'enregistrement de données, spatialisation, etc. Ça fait un peu canon ou écho en fait. Ça fait des échos. Oui, des échos, même des canons quasiment. Ils sont tous ensemble, mais ils ne sont pas du tout ensemble à leur façon. Donc c'est ça qu'ils appellent. Donc je vous lis Jean-Louis Florence, une sorte d'hétérophonie causée par le peu d'empressement qu'ont les Éthiopiens à chanter ensemble et en même temps. Chacun le fait au rythme de sa ferveur personnelle, à l'intérieur du temps imparti pour la prière collective du moment. L'hétérophonie accidentelle résultante peut se transformer en un véritable brouillard modal
sur une échelle pentatonique parfaitement définie. Donc ils ont en commun l'échelle, ils ont en commun le temps, le fait qu'il s'agit d'une hauteur collective, d'une prière collective, il n'y a pas de tempérament, etc. Et puis donc ensuite ça existe. Donc ça a un rapport au politique aussi certainement, tout ça. J'arrête là. C'est quand même plutôt de la poly que de l'hétéro, quand même, me semble-t-il. Enfin... Il y a une part d'improvisation ou pas? Ils disent les chants. Donc pour eux, ils n'improvisent pas. La même chose, Oui, pour eux, ils répètent la même chose. Maintenant, voilà, c'est pas nos concepts à nous, quoi. Oui. Ce qui fait quand même le côté hétérophonique de ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas de contrôle vertical et harmonique. Il n'y a pas de contrôle, il y a pas de contrôle vertical, oui. C'est pas nécessaire dans une polyphonie, a priori. Enfin, il n'y a pas non plus. Mais justement, c'est pas nécessaire dans une polyphonie non plus. Voilà. Enfin, on est dans les. Maintenant, Non, on est dans la discussion des termes. Il y a quand même une homogénéité. Ce que je veux dire, c'est que chaque voix est quand même soumise, chante la même chose, globalement la même chose, le même texte, le même esprit, etc. Il n'y en a pas qui se met à partir. Non, voilà. Il n'y a pas de mise en. Ben non, mais c'est pas d'hétérophonie en ce sens-là. Voilà, il n'y a pas de mise en valeur de l'écart. Et c'est ça, en fait, ce que toi tu cherches. Et ce que tu appelles hétérophonie, là, il n'y a pas. Il y a de l'écart. Imaginons qu'il y ait là-dessus quelqu'un qui fasse un appel. Je veux dire, bon, tout d'un coup, voilà, on sortirait du cas, mais on aurait quand même une deuxième logique. Chacun est soumis à la même logique, musicale, liturgique, je ne sais pas comment dire. Enfin bon, il n'y a pas simplement un contrôle rigoureux de la chose. Donc c'est une polyphonie libre, mais ça, à mon avis, c'est là. Voilà, mais après, qu'est-ce qu'on appelle Mais non, mais enfin. Moi, mon intervention va être là autour de ça, c'est de préciser les termes. Et donc lui, bon, je l'ai là, je vois que l'heure avance, donc on va peut-être pas, s'y attarder trop. Mais donc lui, ensuite, Jean-Louis Florence, il réintègre ça. Tu peux nous en faire entendre un tout petit, enfin, je sais pas, dis-nous si tu as du temps, mais pour qu'on voit. Donc il réintègre ça dans son discours. Et ça devient, alors là, ce que tu appelles le brouillard, c'est-à-dire, ce sont des effets que l'écriture pour chœur contemporaine aime bien. Donc, des brouillards. Donc, c'est un peu plus tard. On va voir ça par là. Voilà ce que lui a fait ensuite. C'est encore assez vertical. Il y a des moments où il travaille sur tous les décalages. Voilà. Donc ça, c'est de la polyphonie. Alors là, pour le coup, mesurée, écrite, etc. Certes, avec tous les décalages qui existent, mais les décalages sont complètement mesurés. Ce qui me semble intéressant, c'est que c'est pas la même logique. C'est-à-dire, c'est pas la même manière de faire si je puis dire. C'est-à-dire que dans les premiers... Ils sont chacun, il y a le 1 qui les unit, puis ils sont chacun à leur façon. Là, ils sont totalement maîtrisés et tous les décalages. On ne pourrait pas imaginer que finalement la musique avant l'écriture, la notation, ressemblait plus à ce c'est la question. C'est la question et j'en sais rien. Peut-être qu'il y avait déjà. Mais voilà, quel était le rapport au temps ? L'écriture est venue finalement plutôt la permettre et à la fois la fixer, et il a fallu s'en émanciper au fur et à mesure. C'est la question, et c'est aussi, donc ça engage le rapport au temps, ça engage aussi le rapport au politique, c'est-à-dire quelle est la place de l'individu, chanteur, à l'intérieur de tout cet ensemble. Et moi, j'ai pas de réponse, mais disons que, parce que je connais pas assez les Éthiopiens, et puis que les Carolingiens, je vois un peu, mais pas... Et puis ça engage aussi une question théologique, alors là, pour le coup, pour revenir, parce que les Éthiopiens, ce sont des monophysites. Des monophysites. Donc ce sont des gens, mais je ne sais pas aller plus loin, mais enfin je le dis, ce sont des gens qui croient à la Trinité, mais pas, enfin j'avais une image là, ils représentent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même, trois hommes. Oui, d'accord, ça y est, oui. Donc il n'y a pas la mise en exergue de la différence. Ouais, c'est trois visages différents de la même chose. Oui. Trois mêmes visages, trois mêmes visages de la même chose. Donc le tout autre, l'homme et puis l'esprit qui les unit, ils ont bien cette idée de triade. Donc après on entre dans des méandres. Donc
jusqu'où doit-on rattacher ça à leur manière de faire et de comprendre le temps par rapport à ce que Jean-Louis Florence dit en disant c'est la polyphonie africaine, c'est-à-dire que tous les Africains sont comme ça. Et par rapport à ce que nos Carolingiens du 9e siècle ont fait, c'est une thèse, mais c'est pas la mienne. Enfin, c'est un travail. Donc voilà. Donc c'est pas du collage, enfin c'est pas tout ça, et c'est pas le. Alors j'en arrive au deuxième point, et là malheureusement j'aurais pas de partition à vous montrer. Mais donc je vais vous évoquer, je vais essayer de construire la chose. Donc la polyphonie, enfin ce qu'on appelle la polyphonie médiévale, donc autour du 13e, fin 12e, 13e, 14e siècle, a consisté à superposer, alors là pour le coup de manière très, très claire, des éléments qui pour nous semblent de nature très différente. Et donc je vous avais apporté un exemple qui me semblait intéressant par rapport à ce que disait François. Donc je vous enverrai les images. Mais de toute façon, je n'avais pas d'enregistrement. Par un matinet lautrier. Et donc on a 3 textes, mais vraiment 3 textes qui sont totalement différents en français, sur une teneur qui est en latin, qui est eius. Premier texte. Par un matin récent, j'entends chanter un berger fou. J'en ai été ennuyée parce qu'il se vantait d'avoir été nu dans les bras de son aimé. Il était fou parce que cet amour est vilaine, mais j'aime plus loyalement que nu, puisque belle dame même, je ne suis plus triste. Donc, une première voix qui dit qu'elle a entendu un berger, le berger dont on rapporte les paroles et qui réagit à ces paroles, qui est la voix du dessus. Deuxième voix. Il le chante. Deuxième voix. Sire, vous qui vous vantez d'avoir mérité courtoisie et loyauté, ne dites pas chose si stupide, à savoir que vous avez trouvé dans votre ami autant de vilainie. Et vous avez tort de m'accuser de n'avoir jamais servi l'amour avec loyauté, car je n'ai jamais senti mot d'amour jusqu'ici. Donc un autre qui parle, qui dit je, et qui accuse le premier de mauvaise interprétation, etc. Troisième voix. Eh berger, je t'envie beaucoup depuis que tu mènes si bonne vie comparée à moi. Je n'ai jamais trouvé ni loyauté ni fidélité alors que je les méritais, mais toi tu n'as rien fait pour servir l'amour, je te vois te réjouissant, te vanter. Je me repose, oui, je repose sous les aunes dans les bras de mamie. Donc là, une troisième voix qui interpelle et qui redit Donc on voit bien qu'il y a une scène qui est à peu près la même. Et tu disais, attends, c'est sur une teneur. Sur une teneur en latin. Il y en a un quatrième qui fait eius. Je sais pas quoi. Enfin. Voilà, et on ne sait pas placer les paroles. Donc voilà, il y a 4 textes, dont un qui mais ce n'est pas du tout le cas que j'avais proposé n'est pas du tout un cas isolé. C'est un cas habituel, où les choses sont tellement séparées, et donc j'avais apporté le manuscrit, que la première voix est sur une page, et les autres voix sont sur d'autres pages. Alors, j'ai d'autres manuscrits qui vont dans le même sens ici, qui ne seront pas exactement ce que je voulais vous montrer, mais voilà. Vous voyez par exemple, donc Machaut, donc ça c'est en une seule langue, c'est latin. Mais on copie les quatre textes qui doivent être superposés, on les copie les uns à côté des autres. Donc, il n'y a pas de possibilité de penser la superposition quand on chante. Attends, là, ils sont censés démarrer ensemble plus ou moins et terminer ensemble ? Oui. Et alors là, c'est débrouille-toi pour commencer. Débrouille-toi pour arriver. Voilà. Donc, il y a une... D'accord. Et donc, dans le héberger que je vous enverrai si vous le souhaitez par eux, c'est même pas sur... Parce que là, ils chantent quand même sur 2 pages. Ils la voient ensemble. Tandis que dans le héberger, c'est copié là, et ensuite là, et c'est copié à la suite. Donc ça dit un rapport au temps. Et ça dit un rapport à le... Et attends, excuse-moi, et spatialement, on ne sait pas du tout comment ils sont côte à côte Alors spatialement, ceux-là de mon héberger, on ne sait pas. Donc on pense que c'était chanté dans des fêtes cléricales, c'est-à-dire que c'était les très très bons chanteurs qui sortaient de la messe,
Et donc après, il y avait le pot, etc. Enfin, et donc c'était d'excellents chanteurs qui étaient à la pointe en quelque sorte de ce qu'ils pouvaient faire, qui se lâchaient. C'était des moines, enfin c'était pas des moines, c'était des clercs. Et donc mon ami nu, etc. C'était rigolo. Et donc, mais qui font quelque chose. Alors là, pour le coup, qui est de la très très haute virtuosité, parce que il faut quand même que ça marche. Donc on s'aperçoit que ça marche. Comment ça marche? Parce que d'abord, ce sont d'excellents chanteurs. Donc ils sont habitués à chanter ensemble et qu'ils sont habitués à se répondre. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des points de rencontre. Il n'y a jamais de cadence, sauf à la fin, début, fin. Mais entre-temps, c'est toujours un vers qui glisse et l'autre qui se raccroche, etc. Mais il n'y a jamais de rencontre, on se rend compte qu'il n'y a jamais de rencontre dissonante pour l'époque, c'est-à-dire les sixtes et des choses comme ça, des choses qui... Comment on sait ça? Comment parce on peut le savoir? Parce que quand donc ça c'est Machaut. Hein. Voilà, Machaut, la messe Notre-Dame, elle est copiée à la suite. Hein. Donc là aussi, tout ça normalement est superposé, c'est copié à la suite. Hein. Mais pour et donc ensuite, nous, avec nos pauvres moyens, eux ils chantaient, ils entendaient. Nous, on fait ça. Mais c'est une violence extrême. Non mais d'accord, mais la messe de Notre-Dame, c'est autre chose que ce que tu nous dis quand même. Oui. Mais c'est le principe polyphonique. Oui, mais dans la situation des bergers, là, comment peut-on savoir s'il y avait s'il y avait des dissonances? Parce que quand on le remet en partition, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais de sixte. Mais comment on le remet en partition? Alors, notre héberger, il est en notation, parce que notre héberger est en notation, ce qu'on appelle la notation mesurée, donc avec des longues et des brèves. On a des longues et des brèves. Donc en fait, c'est pas des boules-toi comme tu veux, donc en fait chacun... ils ont une pulsation, mais ils ont une pulsation qui n'est pas... Alors là, j'ai un Machaut je peux vous... Non, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Non, si je dois l'avoir quelque part pourtant. Dans Machaut, ils ont une pulsation qui n'est pas mesurable strictement. Il y a une marge, quoi. Il y a une marge d'erreur. D'accord. Il y a une marge d'erreur, donc c'est rendez-vous à tel moment, rendez-vous à tel moment. Mais entre-temps, oui, d'accord. Donc dans notre exemple, c'est pas simplement un rendez-vous à la fin, mais on a quand même des rendez-vous intermédiaires relativement réguliers. C'est ça. Mais par exemple dans Machaut là, donc c'est autre chose. Hein, je suis désolée, j'ai pas. Mais donc là, il est très clair que vous voyez, là, on est à 3 temps. Au-dessus, donc ces deux-là, donc celles-là sont à 3 temps, et celles-là à 2 temps, mais elles se rencontrent, puis celles-là sont très très longues. Hein. Et donc celles-là... Oui, donc, là, comme c'est des teneurs, c'est pas trop grave là. Non, c'est pas trop grave, mais on peut pas mesurer. Oui, d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas mesurer et que dessus, sur la teneur, glisse tout un tas de choses qui n'est pas considéré comme dissonant. Et donc voilà. Donc, alors, à quel moment est-ce qu'on va dire que c'est de la polyphonie? Donc pour toi, c'est de la polyphonie. Pour ton... Non. Là, écrit comme ça, c'est de la polyphonie. Décrit comme tu le fais, c'est de l'hétérophonie. Oui, non, alors dans ce cas-là, c'est une affaire d'écriture. Parce que ça, c'est la traduction. Il faudrait entendre la chose, à dire vraiment. Alors, on peut pas... Alors, elle existe... alors, moi, c'est tout à fait intéressant parce que elle existe... donc, le Guy Bergier, là, notre paramatinée, il est enregistré. On trouve, mais il est enregistré avec... On entend le haut est mis en valeur, et donc en dessous, on n'entend quasiment rien. Donc l'effet que ça devait faire n'est pas retrouvé. Il y a une autre interprétation, mais que je n'ai pas entendue, des Gothic Voices à Cambridge, je ne l'ai pas entendue, je ne sais pas. Disons, moi j'ai fait des stages de musique ancienne aux Pays-Bas. Donc moi, je n'ai pas chanté ça, j'ai chanté des choses du Josquin, donc des choses de ce genre-là. Je vais vous retrouver ça. J'avais tout mis dans l'ordre. Est-ce que c'est... Tu pourras nous le renvoyer de toute façon. Oui. Mais c'est pour que vous voyez donc l'évolution de la notation qui va vers la polyphonie de manière très claire. Mais l'idée, c'est pas parce que tu peux avoir une notation qui synchronise une hétérophonie, ça restera une hétérophonie.
Donc c'est pas le fait d'avoir... C'est quand même l'idée que chacune des voix est soumise à une logique assez différente des autres. C'est cette idée-là. Et elle est totalement autonome. Oui, on a l'impression, comme il raconte des histoires différentes, elle a son histoire différente, des intonations différentes. Donc là, donc chaque voix a son autonomie, elle peut exister toute seule. Elle a sa langue, elle a son texte. Oui, c'est ça. Et donc, on a surtout du latin et du français. A priori, moi, en tout cas, de ma connaissance, il n'y a pas d'autres langues. C'est les gens de Paris qui faisaient ça. Mais c'était d'excellents chanteurs. Et donc, ça veut dire des gens qui avaient une voix très très pure et qui étaient habitués à chanter 2 à 2. Donc quand on met 4, ils sont habitués à se renvoyer, etc. Moi j'ai vécu ça un peu donc par rapport à cette polyphonie-là, donc qui est beaucoup plus avancée et avec une notation très mesurée. Hein. Donc il faut voir que tout ça est superposé. Hein. Mais alors là tu demandais comment ils le chantaient. Ça, c'est donc les autres, donc les polytextuels là dont je vous parlais, on pense que c'était est-ce que c'était par cœur, est-ce que c'était pas par cœur, est-ce que c'était, moi je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui savent ça plus. Ça, en tout cas, on le sait. Il y avait un grand manuscrit qui était sur le lutrin et tous les chanteurs, donc au moins 1 par voix, sinon 2 par voix, peut-être 3 par voix, sont là et chantent. Il n'y a pas de chef, hein, et donc ils sont disséminés, c'est-à-dire qu'on ne met pas 3 ténors ensemble, 4 ténors, etc. Il y a un superius là, un autre là, etc. Et donc on a, c'est de la musique de chambre, c'est de la musique de chambre vocale et c'est un plaisir quand on est avec des bons chanteurs. Et donc on se donne la cadence, puisque donc la cadence est une cadence mélodique. Et on lance la cadence à l'autre qui la récupère. Donc les rencontres sont autant des rencontres de timbres, de voyelles, de consonnes, etc., que des rencontres mélodiques. Et ça construit donc une sorte d'individualité qui existe, puisque chacun est vraiment soliste, mais en même temps dans un ensemble qui est toujours mouvant. Parce que donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a une pulsation commune. Donc il y a... donc c'est le tactus, hein, c'est pas le tempo, c'est le tactus qui est le lieu d'organisation de tout ça. Donc voilà, donc si tu me dis que ça c'est de l'hétérophonie et que ça devient de la polyphonie, non quoi. Ça c'est une martyrisation contemporaine, avec une notation contemporaine, c'est-à-dire notre utilisation du temps, notre réglementation, etc. Non, mais là, tu vois bien de quelque chose qui est du parti séparé. Dans celui-là, juste à mis avant, c'est une formule de canon. Voilà. Donc là, on est arrivé... on arrive à la polyphonie. On est la polyphonie. Et donc, l'abandon. Donc, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'il y avait... on construisait sur teneur. D'accord? Donc, il y a le temps qui est à peu près le même, mais qui n'est pas le même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y en a qui ont leur temps et d'autres qui ont le leur, et c'est rendez-vous à la cadence, et chacun avance, mais tout le monde est relié par une teneur qui est empruntée alors à de la liturgie, même si on parle de mamie et de choses avec des oiselets, etc., qui est empruntée à la liturgie généralement, et qui est un réservoir pour la construction du reste. Donc il y a bien autonomie, mais en même temps pas totale. Et ensuite il y a tout ce jeu qui existe. Et donc on parle de polyphonie en musique, alors stricto sensu, à partir du moment justement où on abandonne la teneur et où on se met à construire un tissu musical autonome. Hein. Et ça c'est notamment l'aventure de Josquin, c'est-à-dire que le propos... c'est plus une question de propos homogènes, à peu près homogènes comme ce qu'on avait dans notre Guébergier, mais c'est le fait que il y a unification du temps et de l'espace. Unification du temps parce que tout le monde va avoir le même tactus, et unification de l'espace de l'espace sonore parce que il y aura un même élément, etc., qui est emprunté toujours, mais qui sera là et qui va circuler entre toutes les voix, et donc qui homogénéise, qui transforme la matière même. Alors là, on parle de polyphonie, généralement, hein, c'est-à-dire qu'on a donc une conception d'un temps homogène
avec des événements à l'intérieur, donc c'est contemporain de la perspective, enfin bon, etc. Il y a d'énormes enjeux là-dessus. Il y a l'enjeu de l'un et de l'infini, donc de la notation, c'est-à-dire que la notation, on va passer de cette notation-là à la notation brève, enfin, que vous avez tous en tête, hein, cette notation, on divise, univoque. Une notation univoque et divisible à l'infini, enfin notre notation à nous. Enfin bon, c'est un bouleversement intellectuel importantissime, qui va avec donc la polyphonie. Ça n'empêche pas la pluritextualité. C'est-à-dire qu'on trouve encore à cette époque-là des motets pluritextuels, sauf que les enjeux, donc elle est pensée autre. Alors peut-être que Gilles va nous en dire 2 mots là. Moi, j'arrive aux limites de ma propre connaissance. Hein. Mais sauf que elle est pensée autrement, cette pluritextualité. Elle n'est pas une sorte d'assemblage de voix différentes. Il y a de l'un caché. Il y a quelque chose que vous allez trouver, enfin, ça va avec toute la Renaissance, tout le côté retrouver le symbolisme caché, etc., qui se trouve là, qui n'est pas présent dans le motet pluritextuel du XIIIe siècle. Voilà, ça va aussi, et je le mentionne juste parce que ça va me fournir Josquin, enfin, il y a des gens qui disent que c'est Pierre de la Croix qui aurait été le premier à introduire donc, dans ses motets pluritextuels une voix très souple en latin dont on pense que ça serait la stylisation musicale d'un sermon. C'est-à-dire à introduire dans le tissu, dans l'enjeu de la mélodie, une sorte d'imitation vocale des intonations de la voix parlée. Bon, en tout cas, c'est ce que fait Josquin avec le Miserere, et c'est ce que va faire Monteverdi ensuite. C'est-à-dire que ce qu'ils introduisent dans la langue, dans la musique, ce n'est pas la langue, comme ce que cherche François. Enfin, d'après ce que j'ai compris, François. Donc, ce n'est pas la langue avec ses spécificités linguistiques, c'est la manière de parler. Le parlar cantando, c'est le personnage qui a ses intonations, et que la musique va imiter, et ce faisant, elle va constituer le parler en tant que parler, parce qu'elle est capable de l'imiter de manière sonore, du coup le parler va exister en tant que sonore. Donc voilà. Donc, et à ce moment-là, une voix égale un personnage, égale une émission vocale, etc. Et d'où les finales de Mozart, où on peut mettre plein de personnages qui se superposent, etc., qui ont chacun leur émotion et qui se superposent. Enfin, tout ça, c'est la polyphonie, alors dans le sens où on l'entend habituellement, qui n'est pas... donc, enfin, la question, c'est... Qu'est-ce que la pluritextualité médiévale? Est-ce que ça se situe dans l'hétérophonie ou dans la polyphonie par rapport à nous? Moi, j'aurais tendance à dire tout ce monde-là travaille d'une autre manière l'altération du 1, de l'unité, mais après, toi, tu te forges tes concepts à toi. Les 3 textes, c'est difficile à penser comme la pluralisation du 1, quand même, les 3 textes. Le 1, il y a unité d'un propos, à savoir... Parce qu'entre le berger qui est avec la bergère et puis celui qui parle au roi... Non, et sire et seigneur. Et seigneur. Hein. Oui. Donc il y en a un qui parle à l'autre, en fait. Oui, mais pas au berger. Pas au berger qui est sous les aunais, mais il y en a un qui regarde ce qui s'est passé sous les aunais et qui a entendu ce qui s'est passé sous les aunais, c'est-à-dire celui qui sous les aunais s'est vanté du fait qu'il avait sa mie toute nue. Et donc il l'a entendu, il lui dit ce n'est pas bien. Il y a le deuxième qui dit ah mais moi je ne fais pas ça, mais ce que je fais est très bien. Et puis il y a le berger qui dit ah mais sire ils se répondent. Ils se répondent. Alors attends, je te relis. Non, enfin je veux pas. Oui. Il y a unité de propos. J'ai pas bien compris. Dans le troisième, j'ai bien compris qu'il répond au premier, mais le second, j'ai pas compris. Le sire, vous vous vantez d'avoir mérité courtoisie et loyauté. Donc seigneur, c'est le premier. Seigneur. Enfin, c'est l'un des 3. C'est l'un des 3, c'est celui qui se mente. Voilà, c'est celui qui s'est vanté d'avoir mérité courtoisie et loyauté. Celui qui s'est vanté d'avoir été sous les aunais avec sa mie. Ah, je croyais que c'était un berger, moi, et pas un seigneur. J'ai rien compris. Je croyais que c'était un berger qui était sous les... pas un seigneur. Ah on sait pas. Il y a un berger qui est sous les aunais, ça oui. Avec sa bergère. Avec sa bergère. C'est pas un mais seigneur. Qui sont les 3 Non. Mais qui parle à qui et qui est le seigneur de qui on ne peut pas trop le savoir. Oui.
Mais il y a une unité de propos. Le propos est que sous les aunés, il s'est passé qu'il y a une unité de propos et de réaction. D'accord. Donc il y a quand même ça. Oui. Et puis, ils chantent ensemble. Donc, disons que par rapport à ce que tu cherches, je crois, c'est pas quelque chose qui veut marquer l'opposition. Ils veulent plutôt marquer une sorte de multiplication des points de vue et jouer avec ça. D'accord. Je crois. Oui. Tandis que toi, ce que tu cherches, c'est à marquer la rupture à l'intérieur de... Tu veux dire, c'est comme, je sais pas quoi, Queneau, une même histoire racontée par différents points de vue. C'est ça que tu veux dire, en gros, quelque chose comme ça. Et donc, quelque chose dans ce genre-là. Il y a une idée de convergence. Il y a l'idée de convergence et ils s'amusent à la faire converger en musique. D'accord, je crois. Donc, c'est pas ce que tu cherches. Donc, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on appelle hétéropolie, etc. Voilà. Donc j'ai juste, je termine ce petit moment-là, mais j'ai été chercher, donc le mot polyphonie, il apparaît autour du 16e, pas avant. Donc comme je disais, avant, motet, des chants, organum, diaphonie, enfin tout ce qu'on voudra. On trouve polyphonia chez Kircher, figurez-vous, dans la Musurgia Universalis. Voilà, c'est une prise de conscience, en fait, de cette manière de concevoir le plusieurs. Il n'est pas, j'ai été chercher dans le dictionnaire de musique de Rousseau, il n'est pas. L'entrée polyphonie n'est pas dedans. Donc, et donc, polyphonie va avec harmonie, en fait. Va avec conscience harmonique, donc avec conscience verticale. Avec unification de la matière musicale. Donc voilà, c'est un énorme moment intellectuel de notre culture. Mais il me semble que, en tout cas, c'est ça. Et donc ensuite, quand on va voir, donc ça, j'étais de voir dans le Grove, Mahler, il parle de polyphonie à sa manière, c'est-à-dire qu'il parle de quelque chose dont nous, on dirait que c'est du collage. Enfin, il dit, voilà, je mets du théâtre de marionnettes, des sons pris au hasard, une fête foraine, et c'est ça la vraie polyphonie. Donc ensuite, on a l'impression que chaque compositeur fabrique son terme polyphonie pour sa propre gouverne et ses propres besoins compositionnels, quoi. Brahms dit qu'il peut y avoir 3 thèmes superposés et que ce soit pas de la polyphonie. Donc, ce qui pour nous est le summum de la polyphonie, pour lui, ça n'en est pas. Donc, alors, Boulez aussi, on a l'impression que chacun constitue son mot polyphonie, et c'est de bonne guerre. Disons, en tout cas, moi, comment je peux me situer par rapport à ça, c'est dans cette perspective-là. Mais si tu veux simplement pour commenter ce point-là, je pense qu'il vaut mieux voir la différence moins comme un état qu'à chaque fois comme un mouvement, comme une flèche, si tu veux. Tu vois, c'est-à-dire que tout dépend, c'est pas tellement le matériau de départ, etc., c'est ce vers quoi on va, tu vois. Bon. Oui, et donc on peut très bien avoir un matériau, on va dire au départ hétérophonique, mais en vérité qui sera de la polyphonie, parce que l'idée c'est de l'unifier, ou avoir au contraire un matériau qui se présenterait comme relativement unifié, et donc qui serait, on va dire, statiquement de la polyphonie, mais qui serait hétérophonique par son mouvement de divergence. Voilà, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il faut penser la différence comme une dynamique, une flèche, et pas comme un état statique, tu vois. Ça porte pas directement sur le matériau lui-même, mais sur ce vers quoi on tend. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que, voilà, on se... Eh ben, on va arriver. Tu me lances sur mon troisième moment. En tout cas... pays pour ça. oui, c'était prévu. Mon troisième moment, il est totalement différent, et il va avec l'idée personnage, représentation et musique. Et donc c'est un écho aussi, j'ai pensé à ça après ton Didon est né, donc tu me diras, je sais pas. Moi, ils font pas l'amour sur scène. Non, justement, ils se séparent. Oui. Et donc, t'es le stade suivant en quelque sorte. Mais donc, voilà, Berlioz, donc Didon est né, Berlioz. Et puis donc en face, Wagner, Tristan et Isolde. Donc Berlioz, c'est la chasse royale dans les Troyens. Les Troyens, énorme opéra de Berlioz, dans lequel Aîné n'est certainement pas la justice. Donc première différence avec François Nicolas. Mais le devoir, c'est-à-dire que Aîné, il va en Italie. Du début jusqu'à la fin, et il va en Italie parce que les morts lui disent de le faire. Point. Donc c'est l'absolu du devoir, en quelque sorte, et je dirais c'est l'extériorité du devoir, et quelque part l'extériorité du monde aussi. C'est-à-dire que face à ça, il va y avoir 2 points de vue.
Aîné, on s'en fiche. Enfin, il a un petit air en disant oui, mais c'est pas le sujet. Il y a celui de Cassandre. Il y a Cassandre qui se réjouit de ça, qui meurt, mais qui se réjouit parce que Aîné va en Italie et que ça donne du sens. Donc cette chose-là qui est unique et qui est objective en quelque sorte, Cassandre, elle trouve ça formidable. Et puis donc il y a Didon de l'autre côté qui voit exactement la même chose, mais qui meurt en maudissant Aîné, c'est-à-dire que ce sont finalement, c'est l'histoire de deux points de vue divergents sur une même chose, à savoir... Deux points de vue féminins sur une même chose, à savoir Aîné va en Italie. Et donc, une formule du devoir qui est un peu surmoïque à ce moment-là. C'est un peu, même plus qu'un peu. C'est totalement. C'est le père mort. Enfin, c'est le père mort qui revient et qui lui dit sans arrêt Italie. Et Aîné ne se pose pas jamais la question de savoir pourquoi mon papa m'a dit ça et qu'est-ce que je dois faire. Aîné, il regrette simplement qu'ils doivent le faire, quoi. Mais il ne se pose jamais la question. Donc, extériorité totale du devoir. Et donc, justement, face à tes 6 positions subjectives, il me semble que là, il n'y en a plus qu'une, c'est celle du désir face à l'altérité. Enfin, en tout cas, je voudrais soutenir ça. Alors, est-ce que ce serait l'hétérophonie maximale, ou en tout cas, Berlioz ne cherche pas à donner davantage que ça, d'où un opéra très éclaté, un opéra de la forme, une forme très éclatée, etc., etc. Et donc, arrive le moment fatidique, où... Aîné, dans la grotte, voilà, Aîné est arrivé à Carthage. Didon se rend compte que peut-être, etc. Et donc ils sont surpris par un orage. Ils sont partis à la chasse. Ils sont surpris par un orage. Donc c'est absolument Virgile. Hein, et donc ils se réfugient dans la grotte, tout mouillé, etc. Et donc on a là une musique. Qui est un poème symphonique, qui dure à peu près 20 minutes, donc totalement instrumental, enfin totalement, vous allez voir, dans lequel Berlioz a prévu d'abord de nous dépeindre musicalement l'environnement, à savoir qu'il fait beau, que l'orage arrive, donc on va avoir l'orage, et qu'il y a des choses sur scène, à savoir des naïades et des petits personnages, etc. Et puis on entend la chasse au loin, donc superposition. Berlioz est un as des superpositions. Donc on entend la chasse au loin, puisque donc ils sont en train de chasser, et donc il y a Ascagne à un moment qui arrive sur scène et qui cavale sur scène, enfin qui est à cheval sur scène. Alors évidemment avec bruitage, etc. Donc c'est une deuxième idée mélodique qui survient. Ensuite, donc ça monte, il y a l'orage qui arrive, il y a des Didon et Aîné qui arrivent sur scène et qui vont se cacher dans la grotte. On a à ce moment-là, musicalement, donc du coup on ne voit plus rien, puisque c'est l'orage. Donc Berlioz, j'ai apporté, on pourra, si vous voulez, Berlioz dit, donc c'est devenu les ténèbres totales, donc on n'entend plus que la musique. Donc là il y a déjà quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire il y a un rapport entre ce qu'on voit et ce qu'on entend qui est déjà à plusieurs dimensions. Plus un hors-scène, à savoir que Didon et Aîné sont dans la grotte et font ce qu'ils font. On a dans la musique à ce moment-là le bruitage de ce qui se passe, à savoir qu'on a des satyres et autres personnages qui sont dans Virgile, qui arrivent sur scène, qui font donc le bruitage, et qui font des gestes obscènes sur scène. Donc, il l'a précisé ? Il l'a précisé. Ah bon, Hector, il est comme ça ? Ah oui. Je ne savais pas. Donc il dit pas obscène, il dit grotesque. Il dit grotesque. C'est moi qui dis obscène, oui. Mais bon, il dit grotesque. Ce sont des faunes, excuse-moi, mais on est en 1860, Donc on a le bruitage. Donc on ne voit pas, on voit, donc c'est même pas simplement qu'on a uniquement le bruitage, on voit quelque chose qui n'est pas ce qui a lieu évidemment puisqu'on ne peut pas le voir, mais qui donc renvoie d'une manière dérisoire à quelque chose qui par ailleurs est dramatique et dont la musique nous dit que c'est dramatique puisque Didon succombe, Aîné, ils ne devraient pas, ils ont mauvaise conscience, en même temps ils ont un plaisir fou, voilà. Donc ça correspond, ce que veut nous faire comprendre la musique, c'est ça. Et donc ça crée chez l'auditeur un va-et-vient entre ce qu'il imagine
puisqu'il doit s'imaginer des images intérieures par la musique, puisqu'il voit. Et par-dessus arrive un chœur qui dit Italie, Italie, Italie. Donc on a une superposition énorme autour d'un non-dit dont on entend le bruitage, puis à la fin ça se calme, etc. Et on retourne au début, il y a l'arc-en-ciel qui arrive. Et voilà. Poème symphonique qui m'intéresse beaucoup justement par ces décalages et par ces ruptures, et qui montre, je crois, la distance, c'est-à-dire qui nous mène, qui nous fait entrer dans ce qui se passe réellement chez les personnages, à savoir que ils font mais ils ne devraient pas, etc. Enfin, cette espèce d'aller-retour permanent nous est donné par la construction, alors polyphonique je ne sais pas, mais polytout, puisqu'il y a aussi bien du visuel que de l'auditif, que des natures différentes de choses, puisqu'on a des personnages allégoriques, on a des bruitages qui soulignent le passage de choses. Enfin, il y a une multiplicité de natures de choses qui est là pour nous dire le vide, enfin non pas le vide, mais la distance, l'écart total de soi par rapport à soi, en quelque sorte. Et j'aurais voulu opposer ça à Wagner. Donc vous vous souvenez Tristan et Isolde, le deuxième acte, la fin du deuxième acte. Donc l'amour absolu, etc. Je suis toi, toi et moi, fusion totale, dans lequel, dans la musique, on entend ce qui se passe. Hein. Vous vous souvenez, le thème d'amour du avec un grand crescendo, etc. La montée explicite. Et en même temps, sur scène, donc ils sont sur un banc. Donc Wagner a vraiment prévu qu'il soit sur un banc et est né donc il y a une distance, une distorsion même, je crois, totale entre ce dont il s'agit et ce qu'on voit. Alors que chez Berlioz, ce dont il s'agit, on ne le voit pas. Il nous est donné de manière allégorique, symbolique, tout ce qu'on veut, mais on ne le voit pas, ou bruité. Tandis que chez Wagner, on a à la fois le bruit et on a les personnages sur scène qui ne font absolument pas, qui ne disent rien. Et en plus, ils font de la philo, donc leur parole, leur parole, c'est toi et moi, nous ne sommes plus qu'un. Enfin, je les ai là, si vous voulez, on peut regarder ça plus. Donc une sorte. Alors là, pour le coup, c'est dans l'autre sens. Et donc, comment ? Donc, je lance ça maintenant à la discussion. C'est-à-dire, il y en a un qui est un écart absolu dans ce qu'on voit, une sorte de rupture totale, et qui veut nous dire en revanche l'unité, c'est-à-dire la fusion totale de Tristan et Isolde, qui sont dans ce sommet, les deux ensemble, etc. Et donc si on suit la doxa wagnérienne, cette unité est rendue simplement impossible par le fait qu'ils sont individus, qui sont des corps, et donc ils ne peuvent pas fusionner totalement, et seule la mort le pourra, et ce sera le troisième acte. Mais donc il veut nous montrer en tout cas qu'ils y vont. Et il veut nous montrer une distorsion qui est un, quand même. Tandis que Berlioz, lui, nous montre un écart total, mais intérieur. Un écart vécu par les personnages. On sent bien que ce n'est pas un amour heureux, quoi. Il y aura ensuite un duo où tout ira très bien, mais là, on sent bien que c'est quelque chose de l'ordre de l'irrationnel, de ce qui ne peut pas être rendu avec des mots. Donc voilà, hétéro, poly, moi c'est là-dessus que je resterai, c'est-à-dire entre ce qui est montré, ce qui est dit. Alors, oui, je termine en disant ça, il me semble que Berlioz joue à fond, par ailleurs et dans toute son esthétique, la distance entre la voix et le personnage, que nous avons vu dans l'écriture, quand nous avons posé en analysant l'écriture. Je m'explique. Berlioz est quelqu'un qui, sans arrêt, pose des voix, VOIX, qui ne sont pas la voix du personnage, la voix vocale du personnage. Quand il s'agit de faire chanter Roméo et Juliette, il nous met des instruments. Quand il s'agit de faire entendre Lélio, il nous met 4 types de voix différents. Donc Lélio qui s'imagine étant ceci, Lélio qui s'imagine étant cela, Lélio qui lit, qui est parlé. Donc Lélio a physiquement 4 voix différentes. Donc Berlioz est quelqu'un qui joue à fond la carte de la musique instrumentale autonome. Donc une musique instrumentale qui est capable de tout dire, d'être l'équivalent de la parole, et donc du coup qui joue à fond aussi la rupture que nous avons vue
que j'ai essayé de poser dans l'écriture entre le texte et la manière de le dire. Il s'engouffre là-dedans et il joue à fond. Et me semble-t-il, donc dans La Chasse royale, cette espèce d'éclatement trouve son apogée. Tandis qu'il me semble, alors là je parle devant un wagnerien, je pose la question, il me semble que Wagner, au contraire, refuse. C'est-à-dire qu'il n'a jamais un personnage, un corps en scène sans sa voix. Le personnage est sans arrêt lié à sa voix et ne peut pas exister chez Wagner autrement que dans sa voix. Dans son corps. Son corps est lié à sa voix, en quelque sorte. Ensuite, tout le reste, ça peut être dilué, etc. Ça peut être il peut y avoir toutes les mises en scène qu'on veut, mais cette distorsion-là, elle n'existe pas, existe-t-elle plutôt, je vais dire ça prudemment, chez Wagner. Voilà. Donc du coup, hétéropolie, fabrication de l'un, en tout cas, voilà des choses qui viennent dans notre réflexion comme des ajouts en quelque sorte, ou des pièces de référence sur lesquelles repenser, réfléchir ensuite. Voilà, j'en ai fini. Remarquable. Enfin, j'ai posé des questions, j'attends vos réponses. Écoute, c'est tout à fait remarquable. Enfin, en tout cas, ça... Non, je trouve, parce que ça, à la fois, ça nous nourrit en termes de savoir, tu vois, on y apprend des choses, enfin... Donc ça remplit cette fonction-là et puis ça nous stimule en termes de j'ai essayé de faire un truc qui renvoie à des questions communes. Non, ça c'est vraiment... ce que je te demanderais, si tu veux bien, alors en termes de savoir, c'est quand même que tu nous alimentes... En fait, tu nous enverras les PDF, les PDF, et puis je vous envoie de la biblio sur le drame liturgique. Peut-être un peu synthétique, pour pas que... Oui, en disant, tu vois, sur le théâtre, par exemple, j'aimerais vraiment beaucoup... C'est un énorme enjeu. Oui, non, mais si tu veux, alors bon, là c'est autre chose, mais enfin disons, le thème de la résurrection là devient capital à différents titres, tu vois. Bon. Et donc le fait qu'en plus la résurrection de Pâques soit liée à une résurrection du théâtre, tu vois, c'est... Ah oui, non, mais je pense. C'est passionnant. Et cela dit, je connais des textes historiques, tu vois, de musicologues qui vont chercher, etc., mais de textes qui réfléchissent sur les enjeux théologiques. Non, pas ça, mais si tu as la matérialité des choses... Les manuscrits, les machins, les trucs... il s'est passé telle chose à tel moment, pourquoi, ça c'est formidable. Donc ça c'est du côté des savoirs, tu vois, si tu peux nous alimenter. Puis alors du côté de la réflexion, là, je propose de discuter. Ce que tu dis à la fin, je partirai moi simplement de la fin pour le prolonger, mais c'est pas pour limiter la chose à ça. Comment dire, ce que tu dis sur Berlioz Wagner, je le vois moins, mais alors comme portant directement sur la question polyphonie ou hétérophonie que peut-être sur des conditions de possibilité pour l'une et pour l'autre. J'ai l'impression que c'est là-dessus que tu interviens. Et alors dis-moi si je me trompe, si je te comprends comme ça. C'est-à-dire que finalement, d'ailleurs, c'est une constante, je trouve, de tout ton exposé, qui est la figure de la scission, alors on va dire justement en termes dialectiques, un se divise en deux, ou deux fusionnent en un, enfin, qui étaient les vieux paradigmes. Donc, les conditions de possibilité en termes de scission, plutôt, enfin, ça c'est ce que j'appelle l'axiome pneumatique, finalement, quasiment, que tu nous as posé, qui est la scission de la parole entre... bon. Et alors, il me semble que, voilà, et donc, à partir de là, on ne peut pas dire, à mon avis, on ne peut pas directement analyser la distinction polyphonie et hétérophonie à partir de là, mais c'est plutôt comme une condition de possibilité pour pouvoir analyser la chose. Alors, il me semble que tu fais un peu la même chose à propos de Berlioz et Wagner, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que, mais là, tu as été un peu vite, il faudrait qu'on le redétaille, puis ça aurait été intéressant de regarder les partitions. J'ai la musique, j'ai pas les partitions. Mais finalement, je l'entends plutôt que tu distingues Berlioz et Wagner comme... il y a, voilà, le 2, comment te dire, pour qu'il y ait d'hétérophonie, il faut qu'il y ait plus de 2, voilà. Disons, posons-le comme un axiome comme ça. Et idem pour la polyphonie, à mon avis. C'est-à-dire que l'idée du pluriel, alors soyons grecs au sens bébête, le pluriel commence après le 2. Dans le pluriel, il y a le duel, dans l'arabe, il y a le duel. Donc, pour qu'il y ait vraiment du pluriel, il faut plus de 2. Bon. On peut le dire autrement. C'est d'ailleurs, une thèse qui est explicite dans le dernier, je vous signale, le livre d'Yvan Segré, Judaïsme et Révolution, qui vient de sortir, que j'ai là.
Ah oui, tiens, j'aurais pu vous en parler de ce livre-là. Il y a un autre, quelqu'un qui va intervenir dans le séminaire, Yvan Segret, qui vient de sortir ce livre-là, Judaïsme et Révolution, chez La Fabrique, là, je suis en train de lire, qui est vraiment très intéressant. Lui, il pose, le collectif, il faut au moins 3. Parce que si c'est 2, c'est le couple, et donc si c'est le couple, c'est homme-femme, on va dire, voilà. Alors que lorsqu'il y a du 3, on n'est plus dans la figure du... Bon. Ben oui, mais là, il y a toujours il y a le couple, mais il est toujours en lien avec le 3. Oui, mais c'est à ce moment-là, c'est un 2 plus quelque chose quand même. Enfin, un 2 plus un commentaire. Tandis que là, l'idée du 3, c'est pas un 2 plus quelque chose. C'est un 3 où le 2 ne figure plus. C'est-à-dire 3, 4, bon. 3 comme 1 plus 1 plus 1. Pas 2 plus 1, tu vois. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que la figure du... Il me semble quand même qu'on pourrait retenir ça comme axiome minimal sur l'hétérophonie, polyphonie. Il faut au moins du 3, mais entendu, 1 plus 1 plus 1, et pas... Bon. Alors que là, donc, c'est un peu une constante de ton propos, ça porte sur la question du 2, si tu veux. Tu vois, la figure du 2, et donc la figure scission, unification, et que je vois comme ta propre analyse des conditions de possibilité pour que la question de la polyphonie, qui ne serait pas exactement la même, mais se pose. Et alors... Et là, je ne suis pas à même immédiatement de faire une synthèse un peu de ton propos, tu vois, mais il y a la question voix-corps, la scission du voix du corps, il y a la scission du chant et du texte, il y a la scission du ce que l'on voit, ce que l'on entend. Oui. Enfin bon, voilà, c'est-à-dire que c'est comme si tu nous donnais une grille analytique des scissions au sens, alors vraiment un se divise en deux, du 2, voilà, qui vont créer les conditions de possibilité ou le théâtre ou la scène pour que la question de la polyphonie et de l'hétérophonie puisse s'y donner. Voilà. Non pas que la différence en découlerait immédiatement, mais tu vois, c'est c'est une question que je me suis posée. Ben oui. Je ne sais pas jusqu'où on peut répondre oui ou non. Non, mais alors là, il faudrait, je pense, mais qu'on a le temps, mais c'est peut-être pas le lieu, de rentrer dans le Berlioz même, là, lorsque ce que tu nous décris, tu vois, il faudrait qu'on l'entende, qu'on regarde la partition pour en discuter. Tu nous donnes plutôt une grille, voilà, d'analyse. C'est comme ça, comme en deçà de oui. la distinction polyphonie et hétérophonie. Et voilà, donc c'est plutôt une invite à muni de ça, de toutes les distinctions, les divisions dont tu nous parles. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que Berlioz, il me semble que là, de ce que je comprends de Berlioz, c'est une sorte de quintessence en quelque sorte de son rapport à la musique, parce que lui, il est évidemment dans la question du collectif sans arrêt, sauf que le collectif, c'est le final de Roméo et Juliette, ou c'est une fois qu'on a réussi à traverser le négatif, en quelque sorte, à ce moment-là, il y a quelque chose de conquérant, ou il n'est pas du tout, et justement, ce qui est intéressant, c'est la partie, quand la scène donc l'équivalent de ce que toi tu as mis en musique avec Didon Aîné, à savoir le moment où Didon reproche à Aîné de partir. Et donc lui en a fait quelque chose qui n'est pas du tout ce que tu fais, mais qui est de représenter la scission, absolument. Mais sauf que toi, justement, tu as mis un troisième personnage, tu les as pas mis ensemble. Et justement, ce serait intéressant que tu dises où est-ce que tu vois là, les débuts de la multiple, par exemple dans ce que tu as fait dans Didon Aîné, parce que là, on voit la scission de l'homme-femme, on voit la séparation. En quoi il y a un début l'hétérophonie Non, mais c'est-à-dire là, mais enfin bon, je ne vais pas parler de ce truc-là, mais il y a la question du contemporain n'est pas donnée, si tu veux. Par exemple, Didon et Aîné ne se répondent pas dans mon truc. Il y a pas, chacun parle séparément, puisque de toute façon, il y a un commentaire qui est encore autre chose. Donc, le contemporain de tout ça n'est pas donné, voilà. C'est-à-dire qu'on est, c'est comme mathématiques, 1, mais est-ce qu'on peut mettre ça, voilà. Alors là, il me semble qu'il y a la question hétérophonique, alors que dans le propos polyphonique, il y a d'une façon l'idée que ça va de toute façon vers converger, donc il y a une espèce pas de naturalité, mais enfin de relativement évidence, soit qu'ils vont faire un, soit qu'on peut compter ça pour un, parce que ils sont dans le même maître, ils ont le même mode, ils ont le même, enfin je sais pas quoi, ils ont la même intention, petitesse, comme de manière évidente dans la polyphonie éthiopienne, qu'on a entendu. On voit bien qu'ils sont tous unifiés par le truc, bon, voilà, donc
Mais ce que je veux dire, c'est que là, moi, ce que je trouve intéressant dans ton propos, c'est que tu mets ça à l'épreuve de scission. Voilà, c'est ça, de scission au centre de 1 divisé en 2. Tu mets ça à l'épreuve de scission de différents types, voir, entendre, texte, musique, voix, corps. Oui. Voilà, tout un ensemble comme ça. Une conception d'une anthropologie. Oui, oui, c'est ça. Et donc là, c'est plutôt comme des espèces de projecteurs pour examiner ça, tu vois, à la lumière de ça. Donc c'est plutôt comme un... Ça se répond pas, et d'ailleurs c'est avec le mien, c'est plutôt tu rajoutes quelque chose, tu apportes un éclairage autrement, si tu veux, là-dessus. Enfin moi c'est ça que je trouve absolument passionnant.